Moi, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont se définissait le processus sociologique par lequel les démocraties définissaient l'ennemi. Parce qu'on part tous d'une idée fausse qui est, à mon avis, que les démocraties sont par nature pacifistes. Si tel était le cas, l'Angleterre et la France n'auraient jamais été les deux plus grandes puissances coloniales, les États-Unis n'auraient jamais envahi l'Irak et Israël n'occuperait pas les territoires occupés. Bon. Et donc c'est ce processus sociologique-là qui n'a pas assez réfléchi sur lui-même pour se demander finalement quelles étaient la véritable corrélation entre les intérêts du pays et ce qu'on va qualifier d'ennemi, c'est-à-dire une force qui, d'une manière ou d'une autre, menace par des moyens de la contrainte, par les moyens de la force, ses intérêts vitaux. Et c'est ça qui mérite le plus. C'est-à-dire que depuis 1991, depuis la disparition de l'URSS, nous nous sommes nous-mêmes auto-investis d'une espèce de mission de police internationale, motivée par, évidemment, la défense des droits de l'homme, etc., qui nous amène à combattre Daesh parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit les autres religions, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui interdit les autres religions et qui opprime les femmes. Donc on est dans un plein confusionnisme stratégique. Alors à mon sens, effectivement, l'ennemi, c'est une idéologie. Cette idéologie, moi, je l'ai qualifiée de salafisme. C'est une certaine pratique de l'islam, ce n'est pas l'islam dans sa totalité. Je suis un peu révolté par l'abus de langage qui consiste à utiliser des termes comme islamisme, islamisme radical, musulman fanatique, etc. Non, c'est une pratique de l'islam qui s'appelle le salafisme, qui est en fait un produit dérivé du wahhabisme saoudien, parce que c'est la plus anti-républicaine des formes de pratique de l'islam, c'est-à-dire celle qui va mettre la loi divine avant la loi républicaine, celle qui est dans une stratégie politico-religieuse qui va consister à continuellement contester la loi de la République en la motivant par des nécessités religieuses. Et donc c'est cette idéologie-là, encore une fois, c'est sur le terrain de l'idéologie plus que de la violence qu'il faut se placer, parce que dans ce cas-là, il faut identifier d'où vient cette idéologie et comment elle se propage. Et d'où vient-elle? Alors pour moi, elle vient effectivement d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans cette pratique de cet islam radical qui, paradoxalement, au moment où s'est créé le royaume saoudien, enfin ou plutôt Abdel Wahhab définit sa pratique de l'islam, est rejetée par toute la hiérarchie musulmane, quelle qu'elle soit. Toutes les écoles musulmanes pratiquement rejettent cette pratique-là comme une secte. Et la question sur laquelle je suis en train de travailler, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on est passé de cette définition sectaire à une espèce de définition quasiment aujourd'hui généralisée qui s'est propagée dans beaucoup de pays musulmans et même dans les pays où vivent des communautés musulmanes, notamment l'Occident. Et ça, cette idéologie-là, si vous voulez, encore une fois, est une idéologie politico-religieuse que nous avons toujours traitée comme si c'était une question religieuse, alors qu'il faut la traiter aussi sur le plan politique. Alors évidemment, ça pose beaucoup de problèmes sur la relation qu'il faut avoir avec les royaumes saoudiens et qataris. C'est une question importante. L'ennemi principal de cette idéologie, contrairement à ce que peut entendre en Occident, ce n'est pas l'Occident, ce sont les chiites. C'est-à-dire que dans l'ordre des hiérarchies du mal qu'il faudrait exterminer selon leur idéologie, c'est d'abord les chiites, ensuite c'est les mauvais musulmans, c'est-à-dire ce qu'ils appellent catégorie générique, les hypocrites, qui seraient ni vous ni moi, sinon il ne resterait plus grand monde à la surface de la planète, mais qui sont les mauvais musulmans, les soufis, les autres écoles juridiques de l'islam, etc. Et en fin de course seulement, nous tomber dessus. Oui, absolument, absolument. Il faut dire que vendre des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar ne présente pas un grand danger, puisque souvent ils ne les utilisent pas. Ils achètent plutôt des anxiolytiques que des armes, puisque effectivement avec la vente d'armes vient en plus une garantie stratégique d'alliance, de sécurité, etc. Bon. Ce que je dis est un peu abusif, évidemment, puisqu'en fait le véritable constat qu'il faut faire aujourd'hui sur l'Arabie Saoudite, si on regarde la structure des forces qui se battent contre Daesh aujourd'hui, l'Arabie Saoudite met une quinzaine d'avions, c'est-à-dire autant que le Danemark et la Hollande additionnés. Par contre, ils mettent une centaine d'avions au Yémen pour taper sur les chiites. Et donc, on est bien dans un système où effectivement nos ventes d'armes vont servir à faire une répression au moins aussi légitime que ce que pratique Daesh dans son espace géographique, mais dans lequel, évidemment, il y a une différence, c'est que l'un est un de nos clients et l'autre est effectivement considéré comme un ennemi. La véritable définition que je trouve la plus judicieuse, disons, du fait terroriste, c'est ce que disait Aron, je crois, ou ce que disait Chalian, qui sont les deux personnes qui ont véritablement réfléchi à ça. Le terrorisme, c'est un acte de violence dont l'effet médiatique et psychologique est supérieur à l'effet stratégique. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais gagné une guerre avec des moyens terroristes. Au contraire, même le cas de la guerre d'Algérie, qu'on cite souvent en exemple, ne serait que politiquement, c'est-à-dire que la guerre est gagnée militairement par les Français, mais elle est perdue politiquement par le gouvernement français. Et donc, on est face à un acte dont le but est justement d'être médiatisé. Et effectivement, comme on vit dans une société ouverte et dans laquelle, effectivement, on a
notamment des services d'information en continu, on a presque une espèce de mise en scène de de l'acte terroriste et de ses conséquences, qui devrait amener nos systèmes à réfléchir sur eux-mêmes. Je vais vous en citer un exemple. J'étais moi-même invité sur un plateau d'une chaîne de radio, et paradoxalement, le responsable d'antenne commentait la télévision. Et donc il disait, on va passer l'antenne à Vincennes pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent, et puis on va passer l'antenne à l'imprimerie pour savoir ce qui se passe. Et aucun des correspondants n'avait quoi que ce soit à dire. Simplement, il fallait entretenir une espèce de tension médiatique. Et donc, j'ai quitté le plateau. J'ai quitté le plateau en disant non, je suis désolé, vous êtes en train de préparer la prochaine génération terroriste. Et il se trouve que par extraordinaire, j'étais en contact à ce moment-là avec l'aumônière musulmane des prisons. Et elle me disait, je suis à Fleury-Mérogis, ils ont mis la télévision et ils regardent ça en continu. Et ils sont en surfusion. C'est-à-dire qu'ils se voient leur propre sortie de prison, qu'est-ce qu'ils auront à faire. Et donc ça, c'est une interrogation qu'il faut qu'on ait. Par exemple, je suis très frappé sur le fait que Abaoud, aujourd'hui, est devenu une icône. Toutes les images qu'on a représentées de lui sont des images d'un homme souriant. Bon. Donc ça, ce sont des thématiques sur lesquelles il faut s'interroger. C'est un des premiers aspects. Et le second aspect, c'est évidemment surtout ne pas faire, disons, d'agrégats sécuritaires. Moi, j'ai personnellement été très frappé par le fait que la communauté française de culture musulmane est fondamentalement mobilisée contre la radicalisation. Mais fondamentalement, bien avant les politiques, ne serait-ce que parce qu'ils sont les premiers visés. Les salafistes veulent prendre le contrôle des mosquées, contestent leur légitimité d'anciens, leur pratique de l'islam, etc. Et donc cette alliance est absolument indispensable pour que l'état d'urgence ne soit pas mal appliqué. Ben, vous savez, moi je suis très impressionné par la phrase de Desproges, grand philosophe contemporain, qui disait « l'ennemi est stupide parce qu'il pense que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Bon. Et c'est très très vrai cette phrase, c'est-à-dire qu'on pense, comme on l'a déclaré à l'occasion de ces attentats, qu'on nous a déclaré la guerre. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons décidé d'intervenir sur Daesh, rappelez-vous, il y a plus d'1 an, en partie parce que justement Daesh avait retrouvé les ressorts de la provocation terroriste. On fait un acte terroriste odieux qui touche des victimes innocentes, ce qui va provoquer un acte de répression, cette répression provoquant la mobilisation et ensuite, etc., etc. Or, c'est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber et on est tombé, comme disait un site salafiste, et vous comprendrez bien par là même la mobilisation que Daesh peut provoquer. Il disait « 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée ». Ce décalage de réaction est exactement le ressort explicatif du départ de jeunes vers la Syrie aujourd'hui, qui trouvent que les véritables victimes sont là-bas et pas ici. Je voudrais que nos cercles stratégiques réfléchissent beaucoup plus sur la façon dont les autres réagissent, de façon à ce que justement on évite le recours à la force armée, parce que je crois que c'était Baudrillard qui disait ça, il disait ça au moment de la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak, non, l'invasion de l'Irak par George Bush. Il disait pour Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais pour George Bush, c'est la continuation de la non-politique. Et j'ai peur qu'on ait basculé dans ce moment stratégique-là.